Ce soir, donc, l'art réinvente la ville. Et pour répondre à la question, là aussi, Laurence vous l'a dit, deux intervenants, un architecte et un artiste, une introduction théorique et savante et une approche créative, savante, oui, et une approche créative et sensible. Alain Bublex en deuxième partie. Et tout de suite, Luca Merlini, qui est citoyen franco-suisse, qui vit entre Paris et Lausanne. Et bien sûr, en fin de séance, vos questions. Alors, je vous dis un petit mot du premier intervenant. Luca Merlini est architecte, il est auteur, je cite le dernier ouvrage qu'il a écrit, Le pays des maisons longues et autres trajectoires, publié et édité en 2010 chez Multipresse. Vous êtes enseignant et on vous connaît pour l'enseignement que vous prodiguez du projet d'architecture et du projet urbain. Et vous enseignez à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Alors vous êtes architecte des gares, vous vous êtes fait connaître pour une série de 15 gares entre Lausanne et Genève. 15 gares. Combien de kilomètres? Elles sont petites. Voilà, sur une petite distance. Et vous êtes fait connaître pour vos performances architecturales qui ont été exposées à la Villa Noailles en 2007. Alors vous considérez qu'il est aussi important de construire une démarche que de construire un bâtiment. Alors, première question, Luca Merlini. L'art réinvente la ville et au fil de votre engagement théorique et de vos réalisations, vous n'avez cessé de mesurer la complexité des villes. Votre intervention s'intitule « La ville des délices » ou « Un rêve de ville ». On voit un peu d'où ça vient et vous allez nous énoncer ça en 5 points, dont le premier point concerne les regards qui sont terriblement changeants. Oui, merci. Donc tout est question de regard pour commencer. Merci et bonsoir à tout le monde. Effectivement, je pense que la ville est un phénomène extrêmement complexe sur lequel on ne peut pas avoir un regard unique. C'est pour ça que j'ai décomposé ma présentation en 5 parties, en 5 points. Effectivement, je vais commencer par un acte, celui de regarder. Ensuite, un concept, celui de l'utopie. Troisième, c'est un personnage urbain qui est le flâneur. Quatrième, c'est une fiction qui vous permettra de comprendre pourquoi le sujet s'appelle La ville des délices. Et enfin, sur le rôle de l'artiste et de l'architecte. Alors, commençons par l'acte de regarder. Ce qu'on peut constater au cours de l'histoire de la représentation de la ville, c'est que chaque fois que l'on a introduit une nouvelle technique de représentation, on peut dire, on s'est mis à penser différemment. Donc il y a un lien très étroit entre pensée et représentation. Et si on prend la représentation du Moyen-Âge, ici chez Giotto, dans les fresques d'Assise, à la fin du XIIIe siècle, on voit que la peinture est magnifique, mais elle est encore en termes de technique de construction de l'espace relativement malhabile. C'est-à-dire le jeu des échelles, les personnages au premier plan et autres sont trop grands par rapport à ce qui se passe derrière et autres. Il y a une espèce de ville confuse, fermée par ailleurs, il y a des murailles. C'est finalement une représentation, d'ailleurs dans l'arrière-fond, vous verrez tout à l'heure, qui est peut-être assez moderne par rapport à la question de la ville d'aujourd'hui. Mais à la Renaissance, on met au point la perspective. Et ça change complètement la représentation de la ville. Dans le sens que la perspective, ici, le tableau de Piero della Francesca, une ville idéale, on découvre tout à coup la question du point de fuite, ou des points de fuite, une centralité qu'on peut peut-être associer à la figure de Dieu, mais aussi un certain nombre de choses, c'est-à-dire un retour de l'architecture classique, antique, des espaces ouverts, un horizon beaucoup plus ouvert, et d'une certaine manière une espèce de grande sérénité qui apparaît dans la conception de la ville. Et cette image-là, elle traversera encore un certain nombre de siècles. Vous pouvez voir que la figure humaine, de certaine manière, est, en tout cas dans ce tableau-là, relativement peu représentée. Il y a juste une petite porte mystérieuse, un agrandissement de l'image de dessus en bas, où cette porte s'ouvre et on ne sait pas très bien s'il y a un intérieur. Et cette question-là de est-ce qu'il y a un intérieur dans la ville, on la découvrira peut-être aussi dans des images beaucoup plus contemporaines. Je fais un saut
évidemment, il se passe des choses pendant quelques siècles, mais j'arrive au 19e siècle, qui, je pense, en termes de représentation, est un siècle assez fondamental, non seulement en termes de représentation, mais en termes de modification de la société. C'est le siècle de l'industrialisation, c'est là que les villes s'agrandissent véritablement, c'est là très souvent que les fortifications des villes sont démolies, la ville s'ouvre et autres, mais c'est aussi la découverte du mouvement, la photographie, le cinéma, la voiture, le train, et évidemment cette compréhension du mouvement, cette capacité tout à coup à figer le mouvement et à le décomposer, va bouleverser la vision, la représentation de la ville. Ici, ça n'a rien à faire avec la ville, mais ce sont ces expérimentations de Edward Muybridge sur l'homme qui marche, sur l'être humain qui marche, sur les animaux qui marchent et autres. Et par exemple, c'est la première fois qu'on comprend comment court un cheval, où sont placées les jambes, et que c'est vrai que si on regarde des figures plus anciennes, on voit que les tableaux plus anciens placent de manière erronée les pieds du cheval, notamment dans les tableaux de Turner. Et donc, la représentation de la ville, elle se modifie, c'est cette mobilité, ce mouvement qui est tout à coup introduit, et à travers les différents mouvements, que ce soit l'impressionnisme qui essaye de capter la lumière qui change sur les bâtiments, que ça soit ici un peu plus tardivement, donc on est à la fin du 19e siècle, ce tableau de Edvard Munch qui représente la rue de Rivoli, où d'une certaine manière, ce qui devient important, c'est ce flux de voitures, ce flux de personnes et autres qui traversent la ville. Et cette vision de la ville en mouvement, elle va se perpétuer parce que s'ajoute effectivement la découverte du cinéma. En peinture, on arrive au cubisme, on arrive au futurisme et ce que j'appelle peut-être l'œil multiple. On essaye de représenter de manière simultanée plusieurs situations dans le même tableau. Et donc, c'est une image tout à fait cinématographique, mais sur l'image arrêtée du tableau, évidemment, on fabrique un espace totalement concassé, totalement bouleversé et autres. Dans ce tableau de Gino Severini, qui appartenait au mouvement futuriste italien, qui, même s'il a vécu longtemps, effectivement, à Paris, et donc représente effectivement cette arrivée de ce train banlieue où effectivement on ne sait plus ni où est le train, ni où est la campagne, ni où est la ville et des choses comme ça et autres, une espèce de compression du paysage. Évidemment, les architectes s'emparent aussi de cette question du mouvement et peut-être quelques-uns des architectes qui ont le plus questionné cette question-là, notamment disons dans ce fin 19e siècle et début du 20e siècle, ce sont notamment en Italie les architectes influencés par le mouvement futuriste, Sant'Elia et Virgilio Marchi. Sant'Elia qui est une espèce de Rimbaud de l'architecture, il est mort à 25 ans à la guerre 14, mais avant même donc tout jeune, il avait produit des images absolument fantastiques de villes dans lesquelles s'entassent aussi bien des autoroutes, des avions, et on peut voir sur l'image ici de droite qui est de Marchi, par exemple, que sur le toit des bâtiments, il y a des aéroports. De ces aéroports sortent des chemins de fer. Dessous, il y a des ponts avec des voitures et autres. Il y a une espèce de verticalisation et une espèce d'exubération, effectivement, des questions de mouvement. Où finalement, on n'est peut-être pas très loin de certaines situations que l'on voit aujourd'hui. Quand on va à Roissy, on a un hôtel placé au-dessus d'une gare, avec les avions qui passent à côté et autres. D'une certaine manière, c'est des visions assez prémonitoires, peut-être, de situations de la ville contemporaine. Et évidemment, tous les arts s'emparent de cette question du mouvement, que ce soit le cinéma, l'art du mouvement par excellence, et on joue des performances que permet la caméra, notamment en introduisant à la fois le mouvement dans le film, mais aussi le mouvement dans l'image, les images qui se déforment, comme ici dans le cabinet du docteur Caligari. Donc on essaye la déformation, on essaye tout. On essaye effectivement de faire bouger l'image, de multiplier ces autres, toujours dans ce souci de dire mais aujourd'hui on est dans le mouvement total. Ou aussi au niveau des techniques, par exemple dans ce collage de Paul Citroën qui s'appelle Métropolis, dans lequel on essaye de fabriquer une ville où se superposent les corps, les voitures, les bâtiments et autres, une espèce d'univers total de la métropole qui est en train de naître. En avançant dans le temps, et je montre ce tableau de Mondrian qui est un peu plus tardif, il est des années 40, qui s'appelle Broadway Boogie Woogie. Je le montre parce que tout à coup on change, on essaye non seulement peut-être de
montrer le mouvement, mais aussi de superposer les disciplines. Et on ne sait pas, quand on regarde ce tableau, si on est devant un tableau abstrait de Mondrian, si on est devant un plan de ville ou si on est devant une partition de musique. Cette question de l'imbrication des disciplines, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser la fin du XXe siècle, où les architectes vont puiser leurs sources, notamment dans la littérature, dans le cinéma, dans toute une série de disciplines importantes. Mais à la fin du XXe siècle, c'est aussi peut-être, ou au cours du XXe siècle, mais essentiellement dans ces dernières années, un événement extrêmement important, c'est peut-être la mise au point des systèmes informatiques. Et là aussi, on se met à représenter différemment, donc on se met à penser différemment. Et cette pensée différente, elle permet peut-être de comprendre aussi la variation ou la manière dont la ville, la mégalopole, aujourd'hui est en train de se développer. Alors, parce que peut-être que la ville d'aujourd'hui est assimilée à ce que l'on appelle peut-être dans le monde numérique l'hypertexte. Un hypertexte est un texte dans lequel qui contient des liens qui nous mènent vers d'autres morceaux du lien, et on ne lit plus les choses d'une manière linéaire, un texte du début à sa fin, mais un texte renvoie vers d'autres textes, et on est dans une espèce de, je dirais, de construction où l'harmonie n'est plus le critère normal, mais la non-harmonie est loin d'être la question du chaos. C'est de nouvelles formes, je dirais, de constitution et de composition de l'espace qui apparaissent. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la ville d'aujourd'hui, et un historien de la ville qui s'appelle André Corbeau, récemment décédé, a fabriqué le nom de hyperville sur l'image de l'hypertexte pour décrire la ville d'aujourd'hui, et notamment peut-être ce que l'on repère sur cette carte, cette vue de nuit de l'Europe, dans lequel on voit dans l'angle gauche en haut l'Angleterre et à droite en bas l'Italie, donc toute cette traversée, ce qu'on appelle la banane bleue en Europe, qui va effectivement de Londres, qui passe par les Pays-Bas, par l'Allemagne, la Ruhr, qui arrive en Suisse, à Bâle, Zurich, après la tache noire des Alpes, et on retrouve la tache claire autour de Milan jusqu'à Venise. Cette hyperville, pourquoi ce nom? Parce qu'aujourd'hui, on découvre que la ville n'est plus effectivement un système linéaire, n'est plus une centralité, qu'aujourd'hui, les activités qui historiquement sont au centre ne sont plus au centre. Prenons le cas, par exemple, de l'université, qui était à la Sorbonne, à Paris et autres. Aujourd'hui, elle est à Saclay, elle est à Marne-la-Vallée, elle est tout à fait ailleurs. Les centralités ne sont plus au centre, les périphéries ne sont plus des périphéries, la campagne est dans la ville et la ville est dans la campagne, l'intercommunalité est un des éléments les plus marquants peut-être de société. Et c'est vrai que si on prend... alors, les Néerlandais appellent ça la Randstad, la grande métropole qui comprend La Haye, Rotterdam, Amsterdam. Les Allemands appellent ça la Zwischenstadt. Zwischenstadt, littéralement, c'est la ville entre, c'est-à-dire que tout à coup, ce qui est important, c'est l'espace entre les villes qui devient lui-même un espace urbain. Les Italiens appellent ça la città diffusa, la ville diffuse, qui exprime bien que la ville, elle est partout et autres. Et cette hyperville, qui peut-être résume toutes ces différentes formes de ville, est peut-être cette ville qui ne s'explique peut-être effectivement non plus selon des critères d'harmonie, d'ordre, de composition qui était la ville traditionnelle européenne, mais qui est peut-être cette nouvelle mégalopole en train d'apparaître à travers le monde. Et peut-être cette image qui termine ce chapitre sur la ville, les regards, c'est les villes continues de Julien Coignet. Effectivement, la ville, peut-être aujourd'hui, est un système continu. J'ai une petite question. La plupart des grandes utopies, à vous entendre, ont quand même pris la forme d'une ville, non ? Oui, alors je vais parler de l'utopie. Vous tombez à pic. Deuxième point, je crois qu'on ne peut pas dissocier l'idée de ville de l'idée d'utopie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'utopie ? Alors, de tout temps, on a essayé de donner une forme, et notamment à la Renaissance, une forme idéale à la ville. Et on voit sur la gauche de l'écran une série de villes, c'est toujours
soit des étoiles, soit des octogones, soit des pentagones ou des choses comme ça, c'est-à-dire qui correspondent toujours avec une place centrale, la place où se trouvent les institutions, on pourrait dire le marché, le lieu de l'échange, les institutions du pouvoir, les institutions de la religion. Et tout autour, un système assez égalitaire, où on essaye d'avoir une répartition assez égalitaire. Et je pense que toute la question et le problème de la ville a toujours été ce rapport entre l'égalité et le pouvoir. Ce rapport à l'autre. Et l'utopie se place absolument dans ce contexte-là. C'est pour ça que je montre Belmondo qui survole Brasilia, qui est aussi une ville, d'une certaine manière, qui s'est voulue idéale. Elle est en forme d'oiseau, parce qu'effectivement, c'est un peu... Une ville est un système un peu en équilibre entre, effectivement, des idéalités et des questions, effectivement, et des dérives toujours possibles. Alors, l'île d'utopie, où l'utopie en général a été mise au point ou a été inventée par un moine anglais qui s'appelait Thomas More au début du XVIe siècle, qui a été par ailleurs après condamné à mort par le roi Henri VIII, parce qu'effectivement il avait béatifié, parce qu'il avait été écrit l'utopie, qui était un système de critique de ce qui se passait actuellement, du système mis en place par Henri VIII, notamment sur la répartition des terres, qui n'appartenait qu'aux nobles, alors qu'il voulait une répartition égalitaire du système de production. Et il décrit dans le livre Utopie, c'est la première fois qu'il a utilisé ce terme, donc Utopie, le lieu qui n'est nulle part, d'une certaine manière, qui est une île. Alors, tout d'abord, il faut constater qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on retrouve dans toutes les utopies. Ce sont en général des territoires isolés. Donc, il y a un système de contrôle. L'île en est un. Parce qu'effectivement, si on veut créer une société idéale, il faut un territoire dans lequel elle peut se développer. Et puis, il y a une population qui doit vivre en autarcie. Voilà, donc il y a des systèmes de production et de masse critique qui sont importants. Ce qui est un peu décrit dans cette île, c'est une île en forme de croissant, et tous les X miles, à peu près tous les 20 miles, 20 km ou 30 km, il y a une ville qui sont toutes identiques, et il en décrit une qui est la ville d'Amorote. Et cette ville d'Amorote, elle fonctionne selon des systèmes où tous les habitants sont un jour maîtres d'école et un jour agriculteurs. On se répartit les tâches de manière à ce que, par exemple, le système de l'argent n'existe plus. On est dans des échanges qui sont des échanges de production ou de services et autres. Peut-être pas très loin de ce qui s'est retrouvé dans certains kolkhozes soviétiques ou dans certains kibboutz israéliens et autres. Toujours cette société du partage et autres, mais où on en arrive effectivement toujours à la possible dérive. Autre aspect qui est assez intéressant sur la question de l'utopie, qui est toujours ce système idéal, c'est que pour décrire l'utopie, on se réfère à des systèmes connus, forcément. Et donc les villes, Amorote et autres, sont finalement très proches de ce que connaissait Thomas More. Ça ressemble à Londres, et les maisons d'Amorote ressemblent aux maisons de londoniennes, ou de Bruges, que Thomas More connaissait aussi très bien. Et donc, c'est effectivement cette espèce de contradiction où on réussit à expliquer peut-être que l'invention future qu'en se référant à des systèmes anciens. Et par exemple, on le retrouve dans une utopie qui a été partiellement construite près de Besançon, Arc-et-Senans, qui sont les salines royales construites par Claude Nicolas Ledoux, et dont on a construit par rapport au du dessin en haut que la moitié, que le demi-cercle vers le bas, où on retrouve ce système, on pourrait dire idéal, avec au milieu la maison du directeur, donc un système de contrôle, une porte d'entrée très surveillée, de part et d'autre de la maison du directeur, les ateliers, et tout autour la maison des ouvriers qui disposent eux-mêmes de leur propre jardin ou potager et autres. Donc il y a à la fois ce progrès social d'offrir à chacun des conditions améliorées, et en même temps il y a toujours cette espèce de pouvoir central qui régule et autres. Et l'utopie, c'est toujours ce jeu entre ces deux systèmes, un désir d'égalité et une espèce de poids du contrôle. Et on voit dans la construction du bas, puisqu'elle a été construite, effectivement, que là aussi on se réfère vers des systèmes, je dirais, d'architecture qui sont assez anciens, qui font référence à peut-être des systèmes de l'Antiquité romaine et autres tournés. Chose que l'on retrouve peut-être dans la bande dessinée, Black et Mortimer, certaines villes utopiques, où on retrouve ce système, où on voit des architectures qui ont quelque chose un peu du vieil Égypte, du vieux Babylone, avec ses masses terreuses, ses arcs un peu étranges, et des systèmes de voitures ou d'objets volants et autres qui, eux, sont
relève de la science-fiction. Et ces images-là, est extrêmement caractéristique peut-être de l'utopie en général. C'est le progrès, l'invention et ceci et autres, et l'appui vers la chose très ancienne. Une des utopies peut-être construites, c'est aussi le familistère de Gaudin, l'industriel du poil qui a développé ceci. Et là aussi, on retrouve un système à la fois extrêmement intéressant, c'est-à-dire pour ces ouvriers qui fabriquent là, il construit des logements avec cette cour et autres. C'est un très grand progrès social parce que c'est la première fois que des logements ont une ventilation naturelle, qu'il y a de la lumière, qu'il y a ceci et autre, alors que les conditions du logement à la fin du 19e logement sont catastrophiques, monstrueuses, insalubrité totale et autres. Et en même temps, cette cour où tout le monde voit ce que fait l'autre. Au point même qu'à l'entrée de cette cour, il y a un petit panneau qui dit « Monsieur X est rentré sous l'autre soir ». Donc tout le monde est décrit, etc. Tout le monde est contrôlé. On est très surveillé, etc. Dans une image de liberté totale. Ce sont les caméras de l'époque. Voilà. Avec, par exemple, le fait que pour entrer chez Gaudin, il faut presque passer, si on veut marier quelqu'un qui travaille chez Gaudin, il faut presque que le chef l'accepte. Et c'est un peu ces systèmes qu'on peut retrouver chez Honda. On est Honda, on grandit Honda, on meurt Honda. Je dis Honda, mais je pourrais dire une quantité d'autres grandes entreprises mondiales. Donc, d'une certaine manière, c'est nouveau cette espèce d'ambiguïté entre deux aspects et autres. Alors évidemment, l'utopie ou la recherche de l'idéal est poursuivie au XXe siècle, c'est-à-dire notamment à la période de la reconstruction, à chercher de nouvelles formes d'habitat. Le Corbusier à Marseille en est une, où on retrouve certains aspects peut-être ou caractéristiques de l'utopie, c'est-à-dire le fait qu'il est soulevé du sol, donc une espèce d'île, dans lequel il y a une rue intérieure, des magasins, des activités sur le toit et autres propres, et d'une certaine manière, c'est un monde un peu en lui-même. La recherche en utopie, elle continue aujourd'hui évidemment, peut-être aujourd'hui plus sur des questions de pratique collective, mais peut-être qu'il est intéressant, puisqu'on parle d'utopie, de parler aussi de la contre-utopie ou de la dystopie, c'est-à-dire l'utopie négative. C'est-à-dire, effectivement, puisque dans l'utopie, il y a toujours ce risque de dérive, beaucoup d'artistes ont travaillé sur cette question-là. Fritz Lang dans Metropolis en 1927, ou beaucoup plus récemment, ça c'est le cinéma Terry Gilliam avec Brasil, où toujours on est dans ces sociétés donc, où il y a une société de classe qui est dans la lumière, qui est dans le haut de la ville et autres, et une classe laborieuse, écrasée et autres, avec toute la grande difficulté d'échapper à ces classes-là et essayer d'aller vers l'autre. Alors évidemment, cette question de la contre-utopie a intéressé les architectes, et notamment dans les années 70, qui était des années de grands débats idéologiques, et notamment à travers des projets comme le fait le groupe italien Superstudio, avec ce projet qui s'appelle le Monument Continu, qui met en place ou qui dessine une espèce de grand monument blanc qui se met à envahir le monde. On voit des images ici, c'est à New York, mais on voit des images dans le désert, on voit des images de cette machine blanche qui traverse Florence, Rome, tous les paysages et autres, et dans lequel et dont on ne sait jamais s'il y a un intérieur. Et peut-être ça nous renvoie à l'image de Piero della Francesca avec la petite porte qui s'ouvre et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tout à coup, on retrouve peut-être ici une grande machine blanche, mystérieuse, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais on voit et qui pourrait être le monde de Métropolis comme un lieu idéal et autres. Ça, on ne le sait pas. En revanche, on pourrait voir dans cette grande machine blanche qui avance une espèce de vision prémonitoire de la ville générique ou de cette ville qui aujourd'hui fait que tout le monde se ressemble, et peut-être c'est une vision un peu prémonitoire de la grande globalisation qu'on est en train de vivre, où tout est partout, un peu de manière identique. Une petite question. Il y a un risque totalitaire alors dans la gouvernance de l'utopie Il y a un risque, c'est indissociable. À mon avis, c'est indissociablement lié. C'est indissociablement lié. C'est-à-dire, effectivement, puisque l'utopie, tout d'abord, est un monde fermé dans son idéal même, et donc, effectivement, ça devient une société dans laquelle des règles sont très, très, évidemment, extrêmement surveillées dès le départ. D'accord. Voilà. Alors, troisième point, le personnage
que vous appelez indifféremment personnage ou flâneur. Ça n'est pas tout à fait la même chose, mais est-ce que le flâneur est un élément fidèle justement de la lecture de la ville? Est-ce que, dis-moi comment tu marches et je te dirai quelle ville et quelle époque tu habites. Alors, le flâneur, c'est en tout cas un personnage indissociable de la ville, notamment depuis Baudelaire, puisque Baudelaire est peut-être le premier personnage qu'on a qualifié ou qu'il s'est qualifié comme étant le flâneur ou le peintre de la vie moderne. Et quand on dit flâneur, on s'imagine que flâner dans la ville, c'est se promener et que c'est, je dirais, un divertissement. Il faut peut-être le voir, en tout cas en termes baudelairiens, comme quelque chose qui est un métier. On parcourt la ville pour, d'une certaine manière, se fabriquer une vision d'une ville à son image. C'est un véritable travail artistique de remodelage par la pensée, par le verbe, par la peinture et autres de l'espace que l'on traverse. Et on va voir que ce système, que le flâneur est un personnage qui traverse effectivement, en tout cas les 150 dernières années, qu'on retrouve systématiquement dans tous les arts. Que ça soit André Breton, quand il écrit Nadia, c'est la traversée de Paris à la recherche de la femme et de l'amour, et donc, de certaine manière, la représentation de la ville comme le lieu où doit avoir ou ne peut avoir lieu l'amour. Voilà. Ou peut-être, dans un autre sens, De Chirico, qui est peut-être pas un flâneur au sens même du terme, mais dans lequel, quand il représente une place italienne, s'adresse ou invente des espèces d'archétypes. Cette place italienne, d'une certaine manière, ne ressemble à aucune place italienne. C'est pas la place de Milan, de Florence, de Ascoli Piceno, etc., mais c'est toutes les places italiennes. Mais peut-être plus que la place italienne, on peut voir que d'une certaine manière, cette place, c'est une espèce non plus de traversée de la ville, mais de traversée de la vie. On y voit un enfant qui joue au cerceau, et on voit l'ombre d'un personnage dans le fond qui pourrait être l'ombre de la mort et autres. Et en traversant cette place, donc en traversant une place de la ville, on traverse la vie. Et donc on est effectivement totalement dans la question du flâneur, au sens effectivement on traverse les espaces. Au point, donc le flâneur, c'est peut-être le rapport de la ville, non plus à l'échelle du plan et autres, mais à l'échelle du corps. On est dans la ville. Et quand Giacometti fait cette sculpture « L'homme qui marche sous la pluie », tout à l'heure nous aurons une lecture tirée d'un texte Italo Calvino. Italo Calvino a écrit quelque part dans un autre texte « La fantaisie est un pays où il pleut ». Ici, on ne voit pas la pluie, mais la fantaisie est un pays où il pleut, ça veut dire qu'il suffit qu'il pleuve pour qu'on voit les choses tout à fait différemment. Et donc, c'est cette manière ou cette obsession qu'ont peut-être les flâneurs d'essayer de se fabriquer un espace de la ville disons, qui ressemble de manière extrêmement personnelle à la manière dont on vit soi-même la ville. Et évidemment, alors peut-être parmi les plus grands flâneurs ou les plus grands marcheurs ou les plus grands traverseurs de la ville, il y a les situationnistes, ce mouvement des fins des années 50, des années 60, qui, comme le nom l'indiquait, sont peut-être des personnes qui revendiquaient l'art total pour la création de situations dans lesquelles on pouvait vivre. Les situationnistes estimaient même qu'à un certain moment, l'industrie en total développement produirait le travail, tellement de travail qu'il n'y aurait plus besoin, il produirait tout, qu'il n'y aurait plus besoin de travailler. C'est-à-dire que le seul rôle de l'homme serait celui de marcher et de se fabriquer son espace. Et on voit dans ces deux dessins, aussi bien chez Guy Debord que chez Constant, qui est un peintre néerlandais, deux types d'espaces qui pourraient ressembler par exemple à une carte de Paris où on sort du métro, on rentre dans le métro, on ressort du métro. En fait, on a une connaissance de la ville que de certains fragments, mais ce sont ces fragments-là qui sont heureux, qui sont les nôtres, qui sont les uns là où on est peut-être heureux, puisque ceci s'appelle les passions de l'amour. Ou la New Babylone, et le nom l'indique bien, de cette carte qui est fabriquée à partir de fragments de multiples villes, Venise, Berlin, Berne, Paris et autres, qui sont assemblés, accolés les uns comme les autres, comme si effectivement le seul but c'était d'une certaine manière de se fabriquer cet espace personnel à travers toute sa vie. Et peut-être dernière image de ce chapitre, où Francis Alice
se promène dans la ville, son pull se défile, il laisse un fil bleu partout, et les gens dans la ville peuvent savoir où il est allé. D'une certaine manière, il offre son parcours. Et les architectes s'emparent évidemment de la marche, du flanage, comme ces architectes romains Stoker, qui redessinent de manière différente Rome. Vous avez ce globe bleu où la partie jaune, c'est la Rome classique, celle que l'on connaît, mais qui disent aujourd'hui la vraie ville, c'est pas celle-ci, c'est toutes les zones bleues, celles où personne ne va, celles qui ne sont pas construites ou qui sont construites de cabanes, de résidus, de restes et autres. Et la vraie ville est dans cet espace-là. Et c'est à partir de ce travail-là qu'aujourd'hui les architectes doivent travailler. Donc les architectes découvrent la ville peut-être à travers la dérive. Le cinéma s'en empare, que ce soit Wim Wenders, que ce soit une ville des égouts chez Carol Reed, ou ce film magnifique d'Antonioni, ou Monica Vitti, à travers sa beauté, d'une certaine manière, révèle aussi la beauté assez intrigante, inquiétante et mystérieuse de la ville contemporaine des années 60. Et les écrivains s'en emparent, quelqu'un comme Paul Auster, qui décrit une dérive de quelqu'un dans New York, et cette dérive correspond en fait à un tracé à travers les rues, et ce tracé, ce sont des lettres. Ce sont des lettres, il y a un parcours par jour, et chacune de ces lettres, c'est chaque jour un T, un O, un W autre, et à la fin, ça fait Tower of Babel, la tour de Babel. J'en arrive à la fiction. Oui, fiction, que vous appelez aussi essai, non? Essai, voilà, qui est un travail personnel. Alors c'est votre quatrième point. Voilà, et que je vais aller assez vite, parce qu'effectivement, je pense qu'on ne peut pas dissocier effectivement la ville des récits sur la ville. Et c'est là qu'apparaît Jérôme Bosch et son Jardin des délices. Et je pense qu'aujourd'hui, si Jérôme Bosch revenait, il ne peindrait pas la ville des délices, mais il peindrait ne peindrait pas le Jardin des délices, mais il peindrait la ville des délices. Et moi, je me suis inspiré de ce travail parce que ce que je trouve intéressant chez Jérôme Bosch, à part un million de choses, c'est que chacun des personnages sont toujours caractérisés par quelque chose. Il y a la femme bulle, il y a l'homme violon, il y a ceci et autre. Et en même temps, à travers toutes ces différences, ces personnages forment une société. Et c'est, pour moi, une représentation fondamentale de ce que c'est la ville, c'est-à-dire que la ville, c'est à la fois prendre et donner. Et la ville, c'est à la fois le singulier de chacun et la manière dont ce singulier réussit à s'insérer dans un collectif. Et ce travail m'intéressait, et donc j'ai pris 12 personnages prétextes, qui donc naissent d'une certaine manière de Jérôme Bosch, que j'ai dessiné ici. Et je me suis dit, si au départ on leur donnait à chacun, on racontait une petite histoire sur chacun de ces personnages, alors il y a parmi ces 12 personnages le personnage qui est tellement solitaire qu'il se construit des murs autour de lui. Il y a le personnage, le sniper. Il y en a 12, je ne vous les montre pas tous. Et chacun de ces personnages, d'une certaine manière, habite au départ dans une maison semblable, qui pourrait avoir cette forme, qui est une espèce de tube qui se retourne, dans lequel à la fois on peut observer, on a la vue sur l'extérieur et on est vu depuis l'extérieur, qui est aussi observateur, qui est aussi une condition urbaine. Et à partir de ça, on imagine 12 maisons qui se développent, mais où chacun amène ce qu'il a, et qui fait que chacune de ces maisons est travaillée en fonction d'un des critères. Le sniper, il se met dans un mur, il se cache. La lectrice, elle veut montrer ses livres. L'homme solitaire, lui aussi, s'encercle de murs. L'homme ou la femme pressée, elle déforme les murs, et si et ça et autre. Donc, chacune, on fait une opération différente, et à la fin, à partir de leur diversité, alors que l'on part exactement de la même chose, on arrive à 12 villes, à 12 maisons qui sont fondamentalement différentes. Et c'est cette représentation un peu de la ville où chacun est à la fois dans l'échange, parfois échange un peu guerrier, parfois échange amical et autres, mais la ville, c'est un peu cette espèce de punching ball permanent entre donner et prendre, entre offrir, discuter, négocier, recevoir et autres. Et c'est ça qui fabrique la ville, et c'est ça qui fabrique peut-être la société. Et voilà, les 12 personnes qui au départ s'ignoraient ont fini par avoir chacune un fragment de cette ville qui s'insère dans l'ensemble.
Et j'arrive. Alors, au dernier point, Voilà. sur lequel on ne va pas trop dire de choses parce qu'on ne va pas anticiper sur la petite leçon du mois prochain, mais c'est donc le rôle que vous attribuez que vous donnez à l'artiste, qui est volontiers critique. On attend d'ailleurs la version d'Alain Bublex, là, qui se prépare à intervenir, pour se faire une idée du sujet. Quelle question finalement l'artiste soulève quand il s'empare de la ville ? Alors, excusez-moi. Je trouve que l'art, comme dit le titre, donc ici c'est une image de Philippe Ramette, l'artiste, à mon avis, c'est une tête chercheuse. C'est celui qui précède tout le monde dans la découverte des problèmes qui existent dans la société. Il arrive le premier. Il arrive le premier, il les met en place, il les traite ou ne les traite pas et autres, mais il les révèle. Et c'est sur la base très souvent de ce que révèle l'artiste qu'effectivement sont mises en place peut-être des hypothèses de travail sur lesquelles après les architectes, qui ne sommes des personnes beaucoup plus lents, peut-être parce qu'on a un autre système de travail, on a un autre système de commande, on a un autre temps du projet, qui est souvent un temps beaucoup plus long, on intervient effectivement de manière beaucoup plus lente, on obtient après coup. Mais on obtient sur des espèces de stimulus qui appartiennent effectivement à l'artiste. Alors, pour moi, je vous montre juste peut-être quelques images d'artistes qui, j'aurais pu en montrer beaucoup plus, qui effectivement sont peut-être représentatifs de questions sur la ville, que ce soit Boutvin, que ce soit Gursky sur cette question de l'entassement et de la répétition, que ce soit Colomer, que ce soit Nicolas Moulin, qui effectivement fait de Paris une ville fermée, armée, close, en cachant tous les rez-de-chaussée, ou que ce soit notre ami Alain Bublex qui prendra sous peu la parole. Merci. Merci.